l'écran, comme ça vous allez voir. Autre chose aussi, c'est que là, pour les commandes, puisque la majorité de ces commandes qu'on va exécuter, c'est des commandes qui nécessitent le privilège root. C'est-à-dire pour pouvoir les exécuter, vous devriez soit vous connecter avec root, par exemple, c'est le cas pour moi. Là, moi, sur cette machine virtuelle, je suis connecté avec root directement. Mais si sur vos machines, là, je suppose que la plupart d'entre vous, ils ont Ubuntu installé et vous êtes connecté avec le compte d'un simple utilisateur, précédez vos commandes avec sudo. C'est-à-dire vous faites sudo et ensuite la commande et comme ça, elle sera exécutée avec le privilège root. Là, bien sûr, surtout pour les étudiants qui n'ont jamais utilisé cette commande sudo, quand vous faites sudo, quand vous l'exécutez la première fois, on va vous demander un mot de passe. Là, c'est le mot de passe de votre compte normal, c'est-à-dire le compte avec lequel vous avez ouvert la session. Et donc, vous donnez votre mot de passe et normalement, la commande, elle sera exécutée. Voilà, donc donnez-moi juste un moment, puisque là, je ne l'ai pas encore réinitialisé tel qu'il était auparavant, puisque j'avais un TP ce matin. Euh, Très bien. Donc là, j'ai la clé telle qu'elle était avant. Très bien. Donc là, on peut commencer. Et donc, la première chose qu'on vous demande de faire, c'est, avant même d'insérer votre clé, exécuter la commande mount. Donc, on vous demande d'exécuter cette commande mount et d'essayer d'interpréter le résultat de cette commande. Maintenant, si vous n'arrivez pas même de l'affichage à savoir quel est le rôle de cette commande, il suffit de lancer ou d'afficher le manuel. Donc, je fais man mount. Et là, on vous dit cette commande, elle permet de faire le montage d'un système de fichiers. Ce qui veut dire que si vous avez une partition, un disque, par exemple votre clé, normalement la clé que vous avez maintenant, elle contient une seule partition. Et sur cette partition, on a un système de fichiers, puisque vous l'avez formaté, par exemple avec FAT32, ou peut-être vous l'avez formaté avec un TFS. Et elle contient des fichiers. Et maintenant, si on veut, sous Linux, si on veut soit faire le montage d'une partition, on le fait avec mount. Et aussi, si on exécute la mount sans argument, là, on va afficher les systèmes de fichiers qui sont déjà montés. Ça veut dire quoi monter? Ça veut dire que je peux y accéder aux fichiers qui se trouvent dans ce
dans ce disque et dans cette partition de disque. Dans un moment, je vais vous expliquer ce concept de partition et comment les types de partitions qu'on peut avoir et comme vous allez voir vous-même comment vous allez créer ces partitions. Donc là, quand on exécute mount, je vous ai dit sans argument, vous allez voir quels sont les différents systèmes de fichiers qui sont accessibles et qui sont montés. Et quand on dit ils sont montés, ça veut dire quoi? Ils sont rattachés, c'est-à-dire ce disque, cette partition, elle est rattachée au système de fichiers de Linux. Elle est rattachée à l'arborescence qui commence à partir de slash. Et quand elle est rattachée, ça veut dire qu'elle est accessible à travers un des répertoires qui se trouve dans votre système de fichiers de Linux. Et ce répertoire, on va l'appeler le point de montage. On va expliquer ça. Je réexécute la commande mount sans argument. Et là, voilà l'affichage qu'elle va me donner. Remarquez. Ça, c'est un affichage. Je vais me concentrer sur ça, celui-là, sur cette ligne. Alors, la commande mount sans argument, je vous ai dit, elle va vous donner les systèmes de fichiers qui se trouvent dans les différents disques, que ce soit des disques réels ou virtuels, et qui sont montés, c'est-à-dire auxquels on arrive à accéder. Un de ces disques qu'on a ici, là par exemple, c'est le disque sur lequel moi j'ai installé mon système d'exploitation Linux que j'ai ici, qui est le Kali 2019. Cette partition, elle s'appelle SDA1. Et bien sûr, puisque là, ça correspond à un disque, le disque, on a dit, et ça, ce qu'on avait expliqué quand on a parlé de fichiers au départ sous Linux, et on a dit que Linux, un des avantages de Linux, c'est le fait que tout est considéré comme fichier. Et parmi ces fichiers, on a ce qu'on appelle les fichiers spéciaux. Et ce sont les fichiers qui correspondent aux différents périphériques qui sont détectés et reconnus par le système d'exploitation. Là, pour le disque sur lequel on a le système d'exploitation installé, il s'appelle SDA. Je vais vous expliquer dans un moment comment on a donné ce nom et quelle est l'approche utilisée ou la convention utilisée par Linux pour nommer les disques. Et on a ici un chiffre, ici un nombre, et là, ça correspond au numéro de la partition. Puisqu'un disque, vous pouvez créer plusieurs partitions. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer quand vous achetez votre machine, que ce soit un laptop ou que ce soit un ordinateur de bureau, surtout avec les versions récentes, même s'il n'y a que Windows installé, si vous allez voir le disque, la structure de votre disque, vous allez voir qu'il y a au moins 2 partitions créées. On va parler aujourd'hui de quelles sont ces partitions et comment ces partitions sont créées. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première partition du disque SDA, et vu que le disque il est considéré comme fichier, ça veut dire qu'il a un fichier qui s'appelle SDA1, et ce fichier, il se trouve dans le répertoire où on a les fichiers les fichiers spéciaux, et qui est le /dev, dev pour dire device. On, là pour dire que ce répertoire, ce disque, cette partition du disque, elle est montée sur le slash. Donc, le contenu de ce disque, je peux y accéder quand je fais ls/, c'est-à-dire à la racine, je trouverai tous les fichiers qui se trouvent ici. Et on vous dit que le type, là pour dire quel est le système de fichiers qu'on a utilisé pour le formatage. On a utilisé ici l'extension 4. Ça, c'est le système de fichiers de Linux. C'est le plus récent. On a l'extension 2, l'extension 3 et aujourd'hui, on parle de l'extension 4. Et vous allez trouver un ensemble ici d'options de comment ce montage il sera fait. Là, par exemple, on vous dit que le montage, il est fait en lecture-écriture. Ça veut dire que cette partition, quand elle est montée, je peux manipuler les fichiers qui sont à l'intérieur, soit créer de nouveaux fichiers, soit modifier les fichiers existants, et ainsi de suite. Donc, je peux accéder à mon disque en lecture
et en écriture. Donc là, par exemple, on dit que s'il y a erreur sur ce disque, on va faire le remontage, mais la partition, elle est en lecture seule. C'est-à-dire, je peux voir le contenu, mais je ne peux pas modifier. Et bien sûr, vous avez d'autres options que vous pouvez consulter dans le manuel de Mount pour voir le détail, quel est le rôle de chacune de ces options que vous avez ici. Donc voilà, ça c'est les partitions. Je vais expliquer tout d'abord c'est quoi ces partitions et bien sûr comment on fait le nommage de ces partitions sous Linux. Alors, pour un disque, on a le concept de partition qu'on peut avoir sur un seul disque physique. Alors, j'ai un seul disque tel que votre clé USB ou peut-être un disque dur externe ou le disque qui est sur votre machine. Et sur ce disque, bien sûr, vous pouvez créer plusieurs partitions. Là, généralement, pourquoi on crée plusieurs partitions? Puisqu'on préfère que la partition sur laquelle on a le système d'exploitation soit séparée de la partition dont on sauvegarde nos fichiers. Pourquoi? Puisque s'il y a un problème sur l'une ou l'autre des partitions, je peux toujours accéder à l'autre. Ou si quand je veux faire une mise à jour, je veux réinstaller la partie du système d'exploitation, donc je risque pas de perdre les fichiers de données, mes propres fichiers de données puisque je les ai sur une autre partition, et ainsi de suite. Donc on a plusieurs avantages à pourquoi on crée ces partitions. Aussi, quand on veut installer plusieurs systèmes d'exploitation, donc sur le même disque, donc on a besoin de faire du partitionnement. Et là, pour les partitions, on a deux types de partitions. On a ce qu'on appelle, ou plutôt, on va dire trois. Initialement, je pars de ça là historiquement, quand cette notion de partitionnement, elle a été proposée pour la première fois, les disques à l'époque, puisque c'était de taille un peu limitée, on avait limité le nombre de partitions uniquement à 4. C'est-à-dire qu'un disque, puisque là, à l'époque, c'était des disques peut-être de quelques centaines de mégas, et on n'avait pas vraiment besoin d'aller au-delà de 4 partitions. Donc, ils ont créé ce concept et ils l'ont implémenté avec 4 partitions primaires. Donc, je peux créer 4 partitions primaires sur mon disque. Mais après, ce qu'ils ont remarqué, puisque bien sûr, avec l'évolution dans les technologies, dans la taille des disques et ainsi de suite, les gens, ils voulaient, donc il y avait ce besoin de créer plus de partitions. Mais chose importante, généralement, dans le domaine technologique, quand on essaie de proposer une nouvelle solution, on ne va pas dire aux gens, oubliez complètement ce que vous avez, et il faut refaire à zéro. Et pourquoi? Il y avait déjà des machines, il y avait déjà des gens qui utilisaient des disques ou des systèmes où on utilisait ces 4 partitions primaires et on voulait garder la compatibilité avec ces systèmes existants. Et donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, au lieu de tout refaire et de dire aux gens du jour au lendemain, vous devriez tout changer pour avoir la possibilité de créer plus de partitions, même sur les systèmes existants, les gens, ils ont créé ce qu'on appelle le concept de partition étendue. Et là, cette partition étendue, elle est considérée comme une des partitions primaires, mais la partition étendue, à l'intérieur de cette partition, je peux créer autant de partitions logiques. Alors, sur ma partition étendue, j'ai le droit là, je peux vous montrer là un schéma. Par exemple, ça, c'est un exemple de mon disque. Et d'ailleurs, c'est ce que vous allez essayer de créer aujourd'hui comme schéma de partitionnement sur lequel j'ai une partition primaire qui est de 100 mégas et j'ai une partition étendue pour le reste de l'espace et dans laquelle j'ai créé 2 partitions logiques, qui est la première de 100 mégas et la deuxième avec le reste de l'espace. Et là, pour le nombre de partitions étendues, j'ai pas de limite. La seule limite, bien sûr, c'est l'espace libre ici au niveau de ma partition étendue. Sur les partitions étendues, j'ai la limite, je ne peux créer qu'une seule partition étendue sur un disque. Je ne peux pas créer plus.
soit une, soit aucune. Pour les partitions primaires, je ne peux créer que 4, bien sûr à condition que je n'ai pas la partition étendue, mais quand j'ai la partition étendue, je ne peux créer que 3 primaires. À l'intérieur de la partition étendue, et bien sûr, c'est obligatoire d'avoir cette partition étendue pour qu'on puisse créer à l'intérieur les partitions logiques. Voilà le concept de comment avoir des partitions primaires et des partitions logiques. Et bien sûr, la partition étendue, son objectif principal, c'était de éliminer cette limitation à 4 partitions uniquement sur le disque. Tout à l'heure, vous avez remarqué que ce disque, il avait un nom. Le système d'exploitation de Linux, il le reconnaît avec un nom. Et dans notre cas, on a vu que c'était le SDA. Là, on avait ce nom. Alors, comment ce nom il a été choisi? Alors, pour Linux, on a une convention. D'ailleurs, ça, c'est le chapitre, votre chapitre, je ne sais pas le numéro du chapitre, mais c'est le chapitre sur le système de fichiers de Linux que vous avez dans votre cours et vous pouvez trouver ces détails. Et donc, là, pour le nommage, comment on fait le nommage de ces disques, tout dépendra de type de disque. Il y avait avant, il y avait maintenant peut-être on les trouve rarement, peut-être ça n'existe plus, sauf que si quelqu'un il a vraiment une très ancienne machine, on avait les disques IDE. Donc là, c'est des disques avec un bus IDE et vous pouvez chercher sur Internet pour ces disques. Vous allez trouver, si vous voulez voir comment ces disques sont connectés à votre machine au niveau de la carte mère, il y a un câble qu'on appelle le bus IDE et qui a deux ports. C'est pour ça qu'on parle de premier port et de deuxième port. Et aussi, le disque lui-même, il peut être monté en mode maître et en mode esclave. Ça veut dire quoi en mode maître? En mode maître, si on a un système d'exploitation qui est installé sur ce disque, ce système d'exploitation, il peut démarrer quand on démarre la machine avec ce disque qui est connecté à la machine. Quand ce disque, il est en mode esclave, là, ça veut dire que même si vous avez un système de fichiers, il est considéré uniquement comme un disque de fichiers, uniquement. Donc, même s'il y a un système d'exploitation, il ne va pas booter le système d'exploitation, mais il va vous permettre d'accéder au contenu comme des fichiers au niveau de ce disque. Et là, normalement, pour faire ce changement, vous allez voir, vous pouvez chercher ou peut-être essayer de voir si vous connaissez, je sais pas, des parents qui avaient déjà ces disques. Quand vous voyez sur le disque lui-même, vous allez voir qu'il y a un ensemble de pins, je pense qu'ils sont en nombre de 6, si je me rappelle bien, et vous avez un jumper, donc c'est un truc comme ça en rouge, et que vous pouvez le positionner sur ces pins pour changer du mode maître au mode esclave. Et donc, si votre disque, d'ailleurs, les disques IDE, c'est des disques dont le nom, il commence avec HD. Ça veut dire si vous serez sur une machine et vous listez le contenu de /dev et si vous trouvez qu'il y a des fichiers qui commencent avec le HD, vous allez comprendre que sur cette machine, on a un disque IDE. Maintenant, ce disque IDE, s'il est branché sur le premier port du câble et il est en mode maître, il aura la lettre A. Ça veut dire qu'il sera nommé HDA. La même chose, le deuxième, il sera nommé HDB. S'il est sur le mode maître, mais s'il est branché sur le deuxième port, il est HDC et le dernier, c'est HDD. Voilà. Là, c'est pour les disques IDE. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on les trouve rarement. Maintenant, on a un autre type de disques, les disques SCSI. Ça sont des disques où on a un bus SCSI. Alors là, généralement, ce sont des disques qui sont plus rapides par rapport aux disques IDE.
Et c'était des disques à l'époque utilisés pour généralement sur des serveurs, puisque non seulement ils sont plus chers que l'IDE, pourquoi? Puisqu'ils sont plus efficaces et plus, je vous ai dit, plus performants en termes de rapidité pour l'accès. Et ces disques, ils commencent avec le SD. Donc, ils commencent avec le SD, mais après, on a aussi le X ici, c'est une lettre. Et cette lettre, bien sûr, elle n'est plus liée, comme le cas de IDE, elle n'est plus liée à où est notre disque branché, ni est-ce que ce disque il est considéré comme maître ou esclave. Donc, on n'a plus cette notion de maître et esclave. Et ces disques qui commencent par SD, et après la lettre, elle est affectée de manière automatique par le système dans l'ordre de détection. C'est-à-dire, le système d'exploitation, Linux, le premier disque SCSI qui va le détecter, il va le nommer SDA. Le deuxième disque, il va le nommer SDB, et ainsi de suite. Donc, et là, remarquez, c'est le SD, et c'est exactement ce qu'on a ici, c'est du SD. Est-ce que cela veut dire que notre disque, c'est un disque SCSI? Non, ça, c'est pas le disque SCSI. Sauf que cette notation ou cette convention de nommage des disques, soit maintenant les disques, les clés USB ou les disques SATA, puisque aujourd'hui, la plupart de nos machines contiennent des disques SATA. Là, on a gardé la même notation, c'est-à-dire c'est le SD. Ça commence toujours par le SD. Et la même chose, on a bien sûr la lettre qui sera rajoutée de manière automatique dans l'ordre de détection de vos disques. D'ailleurs, plus tard, vous pouvez le tester après chez vous. Là, par exemple, mon disque, c'est un disque SATA, donc ça a été nommé SDA. Ça, c'est le premier disque détecté. Si maintenant, moi, je vais insérer ma clé et si elle sera détectée, donc elle sera nommée SDB. Ça, c'est la première clé. Si maintenant j'insère une deuxième clé, elle sera SDC. Mais si un autre jour, je vais insérer ces clés dans l'ordre inverse, c'est-à-dire la deuxième clé, je l'insère la première, elle aura le SDB. C'est-à-dire, c'est pas un nom qui est propre à la clé par rapport à la clé elle-même. Mais le ABC qui est rajouté, c'est dans l'ordre de détection de cette clé ou de ce disque par le système d'exploitation. Là, juste aussi, c'est pour l'histoire, pour vous dire que on avait aussi ces lecteurs de disquettes et ces disquettes, généralement, ils commençaient par le FD et après, on a un numéro qui est le 01 et là, ce numéro, c'est l'ordre aussi, c'est le nom de c'est plutôt le numéro du lecteur. Par exemple, si sur votre disque, vous avez votre machine, vous avez deux lecteurs de disquettes. Un, il sera nommé 0, le deuxième, il sera nommé le 1. La même chose pour le CD-ROM, ça commence par toujours c'est du SD et on a un nom. Là, ça c'est pour le nom. Ça c'est pour le nom du disque lui-même. C'est-à-dire ma clé USB, elle sera par exemple quand je l'ai inséré, il a détecté comme deuxième disque de type SD, donc il lui a attribué le SDB. Donc il a donné le SDB comme nom. Maintenant, on a dit que sur cette clé, sur ce disque, je peux créer plusieurs partitions. Alors, comment ces partitions aussi seront nommées? Alors, pour les partitions, que ce soit primaire ou la partition étendue, sont numérotées de 1 à 4. Alors, là, vous créez une partition primaire, vous pouvez lui donner le numéro 1, 2, 3 ou 4. Et ce qu'on a pour les partitions, que ce soit les partitions primaires, que ce soit la partition étendue, vous pouvez choisir le numéro. C'est-à-dire, ça peut être ma première partition à créer et moi, je peux la nommer SDB2. Donc, je lui donne le numéro 2. Donc, j'ai le choix, j'ai la possibilité de choisir le numéro de la partition quand il s'agit de partition primaire et quand il s'agit de partition étendue. D'ailleurs, vous allez le tester vous-même dans la troisième partie du TP quand on utilisera le F-Disk pour faire le partitionnement. Pour les partitions logiques, ce sont ces partitions qu'on va créer à l'intérieur de la partition
étendue, là, le numérotage, ça commence de manière automatique et c'est à partir de 5. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous donner la main. Le système, il fait lui-même, il attribue lui-même un numéro à cette partition et ça se fait de manière automatique. Donc, quand vous demandez de créer la première partition logique, on va vous dire c'est la partition 5, la deuxième c'est la partition 6 et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est pour comment on fait, on fait le nommage des disques sous Linux et comment aussi on fait la numérotation des partitions sous Linux. Voilà, donc ça c'est pour vous expliquer ce concept de partitionnement. Très bien. Donc, on a exécuté et là, remarquez très bien l'affichage pour le moment, si je pars, puisque là, pour le reste, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour le reste ici, de ce que vous voyez ici comme point ou comme système de fichiers monté, là, la majorité, ce sont des systèmes de fichiers qui sont virtuels. Ça veut dire qu'en réalité, on n'a pas un disque séparé, on n'a pas une partition séparée pour ça. Là, c'est juste on n'a pas un disque réel physique qui correspond à ces partitions, mais ce sont des systèmes de fichiers logiques créés sur votre disque. Alors, maintenant, moi, vous allez faire de même, vous allez insérer votre clé. Bien sûr, OK, là, c'est parce que je l'ai. Alors pour la machine virtuelle, il faut tout d'abord l'attacher à votre machine virtuelle. Donc là, vous allez ici sur la machine virtuelle, votre machine virtuelle de Linux. Vous allez à Device ou périphérique, si c'est installé en français, dans USB. Et là, vous cochez l'entrée correspondante à votre clé USB. Normalement, elle sera la dernière qui sera rajoutée quand vous insérez votre clé. Et donc, dès que vous le faites, normalement, la clé, elle sera reconnue ici, voilà, elle sera reconnue à l'intérieur de la machine virtuelle. Donc, elle est montée à la machine virtuelle. Et maintenant, on exécute mount. Qu'est-ce que vous remarquez? Là, vous remarquez que normalement, il y a une nouvelle ligne qui sera rajoutée. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que vous voyez une nouvelle ligne rajoutée après que votre clé, elle a été attachée à la machine virtuelle? Oui ou non? Vous avez pu avoir votre clé accessible à partir de la machine virtuelle? Est-ce que je vais supposer que oui? Ou est-ce que je vais supposer que personne n'a pu le faire? Écrivez au moins dans le chat si vous avez pu le faire. Mhm. Au moins, vous m'entendez. Oui, très bien, ok. Et là, remarquez, on a une nouvelle ligne qui a été rajoutée. Et là, ça veut dire que maintenant, ça correspond à notre clé USB. Remarquez, sur cette clé USB, on a une seule partition
C'est une partition qui est primaire. Pourquoi? Puisque je sais qu'elle a été formatée. Alors, on voit ici le type. Elle est formatée, pour moi, elle est en VFAT. Tout dépendra pour vous, ça peut être autre chose. Et on vous dit qu'elle est montée dans slash média, slash route, dans ce répertoire. Là, c'est ce qu'on appelle le point de montage. Madame, Oui. vous pouvez répéter s'il vous plaît comment placer la clé? Alors, comment placer? Je vous ai dit, quand vous insérez votre clé, puisque là, généralement, sur les dernières versions qu'on a, que ce soit Windows, même Linux, pour la machine hôte, c'est-à-dire la machine sur laquelle vous avez votre machine virtuelle, puisque si, quand vous insérez votre clé, elle est automatiquement reconnue dans le système hôte. Par exemple, dans mon cas, elle est reconnue sur mon système OS X. Et donc, pour que vous puissiez l'utiliser, vous arrivez à l'utiliser avec votre machine virtuelle, vous pouvez l'éjecter ou elle peut se faire automatiquement. Mais si elle ne se fait pas, pour moi, par exemple, il suffit que. Alors, je vais reprendre à partir du début. Là, je vais la déconnecter. Par exemple, là, je vais. OK, éjecter. Je vais l'insérer. Ignore. Je vais l'insérer. Maintenant, si vous allez à Device, elle y est comme elle est détectée comme disque, mais elle n'est pas montée. C'est-à-dire, elle n'est pas attachée à la machine virtuelle. Ce qui veut dire que moi, je vais faire un mount, je la trouve pas. Elle n'y est pas. Donc, pour que vous arriviez à l'utiliser à l'intérieur de votre machine virtuelle, dans périphérique, dans device, allez à USB. Soit, vous, normalement, c'est écrit en français, normalement, c'est périphérique. Vous trouvez ici USB, l'entrée USB, et vous cliquez sur l'entrée qui correspond à votre clé USB. Normalement, ce sera la dernière ligne rajoutée ici. Donc, quand je clique, là, elle va être rajoutée. Normalement, vous allez voir quelque chose de ce genre, une notification qu'elle a été rajoutée. Et d'ailleurs, vous pouvez, que ce soit ici de USB, vérifier que ça c'est coché, ça veut dire elle est attachée. Et à l'intérieur de votre système, pour faire la vérification, exécuter la commande mount. Puisqu'on avait dit la commande mount, elle nous permet d'avoir toutes les partitions qui sont montées. Je fais un mount et remarquez, maintenant j'ai une entrée qui a été rajoutée. Et cette entrée, elle correspond à la partition de ma clé. Donc, qui est la clé, le disque, la clé USB que je viens de monter. C'est bon? Tu es arrivé à le faire? Sinon, essaye de l'éjecter de la machine haute. Par exemple, si votre VirtualBox elle est installée sur Windows, à partir de Windows, tu fais éjecter, c'est-à-dire tu la démontes seulement, mais tu ne l'enlèves pas du port USB, mais c'est juste tu fais éjecter. Et ensuite, tu vas dans votre machine virtuelle de Linux et tu vas dans Device, USB, et tu cliques ici, là, pour la rajouter. Et normalement, elle sera détectée. Et là, Ah, quand donc vous... il ne faut pas l'enlever, madame. Non, non, tu l'enlèves pas. Non, non, Ah, d'accord. tu la laisses dans le port USB. Elle est toujours dans le port USB. Quand moi, je vous dis éjecter du système hôte, ça veut dire vous faites éjecter uniquement logique, ce qui veut dire vous la démontez. Vous voyez? Mais vous l'enlevez pas du port USB. C'est bon? Tu as pu l'avoir attaché? Oui, je l'ai éjecté, madame. Attends, Mhm. j'exécute la commande. OK. Non, madame, elle ne marche pas. Non. Est-ce que tu peux partager ton écran? Oui. OK. Je vais stopper là. Essaye de partager ton écran et là, on va essayer de le faire ensemble. D'accord. Alors,
La clé, elle est dans le port USB. Là, si elle est dans le port USB, dans périphérique ici, en haut, dans la partie, là pour le menu de la machine virtuelle, ouais, USB, clique sur périphérique, ensuite USB, et normalement, c'est ce dernier. Voilà. Tu cliques sur la dernière, USB Optical, non, non, ça c'est mouse. Non, non, c'est pas ça c'est pour, je pense, tu as, non, non, reprends. C'est la première, madame, je pense. Oui, oui, ok. Est-ce que tu as cliqué? Affiche-moi ouais, le menu. Euh, J'ai enlevé le disque dur, le flash disk. est-ce que la clé, elle est dans le port USB? Oui, Elle est dans le port USB. Donc maintenant, tu vas dans USB voilà. et là, C'est tu un nom. cliques sur l'entrée qui correspond à ta clé. Normalement, c'est celle-là. Ok. C'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'on t'affiche derrière? Il y a un message qui s'est affiché. Essaye de monter maintenant. C'est la même, elle change pas. Euh, Non, est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est la clé que tu es en train de... Non, essaye d'enlever la clé. Oui, oui, j'ai essayé. Je vais Non, non, je voulais réessayer. juste, essaye de la retirer du port USB. Oui, d'accord. Ah, maintenant, j'affiche. Affiche le USB. Non, non, je pense que ce que tu es en train de monter, c'était un CD-ROM, hein. Je pense le lecteur CD. Est-ce qu'il y a... Non, j'ai pas de lecteur Non, CD. pas de lecteur CD, ok. Réaffiche périphérique. Ah, là maintenant, General Disk. Non, c'est celle-là. Mhm. Ok. Là. Regarde. Attends, je l'injecte. Attendez. Non, voilà, ça a été rajouté. Je vois déjà Oui, ici quelque chose qui dit que exécute maintenant mount. oui. Très bien. Voilà, Là, très voilà. bien. Voilà, tu as le. Oui, d'accord, merci, madame. Y a rien. Alors, s'il te plaît, si tu peux arrêter le partage, comme ça je vais relancer de mon côté. Et donc, voilà, on a une partition et on vous dit elle est montée ici. Ça veut dire que maintenant, si moi je vais faire ls/media, ça que je donne le nom du point de montage. Dans mon cas, ça s'appelle comme ça, donc c'est à vous de voir quel est le nom qu'on vous a donné ici. Si j'affiche le contenu, là pour moi c'est vide puisque ma clé elle est vide. Pour vous, si vous avez déjà des fichiers sur cette clé, vous allez voir le contenu de la clé, c'est-à-dire les différents fichiers répertoires que vous avez déjà sur votre clé. C'est bon, vous arrivez à voir? Donc, là, pour résumer, si on a un disque et si on veut voir le contenu d'une partition de ce disque, la partition doit être montée à un répertoire de notre arborescence, de l'arborescence du système de fichiers de Linux. Ici, dans mon cas, ça a été monté sur ce répertoire qui se trouve dans /media. Et d'ailleurs, par convention, pour le cas des versions qui sont à base de
Ubuntu sont de Debian de manière générale, puisque Ubuntu c'est une version de Debian, Kali aussi c'est une version de Debian, on a d'autres. Là, on a un répertoire qui s'appelle /media, et ce répertoire, c'est un répertoire par défaut qui a été réservé pour créer les fichiers de montage ou les dossiers dans lesquels on fait le montage. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de faire le montage ailleurs, mais de préférence, juste pour mieux organiser les choses, quand vous avez des disques externes, vous voulez faire le montage de ces disques pour voir leur contenu, de préférence, vous le faites à l'intérieur de /media, et d'ailleurs ce qu'on va faire dans un moment. Donc, ça c'est pour le disque. Et maintenant, on vous dit, après ça, on vous demande de faire le démontage. Donc, vous démontez votre clé. Alors, pour le démontage de la clé, on vous dit il faut le faire avec la commande umount. On va essayer d'abord de voir le manuel. Pour umount, là, qu'est-ce qu'on peut avoir quand on fait du umount? On vous dit, vous pouvez l'exécuter, si vous voyez la deuxième ligne ici, vous pouvez l'exécuter. Donc, elle permet de démonter, ça veut dire elle va détacher votre disque du système de fichiers de Linux. Donc, le contenu, il sera plus accessible. Le disque, tant qu'il est dans le port USB, il est reconnu, on arrive à le trouver, mais on ne peut pas accéder au contenu quand on fait le démontage. Comment on peut le faire? On vous dit, vous le faites avec la commande umount et vous pouvez donner soit directory. Que signifie directory ici? C'est le point de montage, c'est-à-dire le répertoire dans lequel on a fait le montage, ou sinon le device. Le nom du device, ça veut dire c'est le nom de la partition. Si je reprends notre exemple, c'est ce /dev /sdb1. Le directory, par exemple, dans mon cas, c'était ce /media /root le nom de ce répertoire où on a fait le montage. Mais quand vous lisez ici le manuel, on vous dit vous pouvez le faire que ce soit avec le point de montage, que ce soit avec le nom de la partition, sauf que de préférence, il faut le faire avec le point de montage. Pourquoi? Puisqu'on vous dit, dans certains cas, quand vous le faites avec le nom de la partition, ça peut ne pas fonctionner, surtout si notre disque ou cette partition, elle est montée sur plusieurs répertoires. Donc, on peut ne pas pouvoir faire le démontage. Mais si elle est montée uniquement sur un répertoire, là, vous pouvez utiliser que ce soit le nom de la partition, que ce soit le nom de la partition ou le nom du point de montage. On va faire sur notre exemple. Remarquez ici, ça c'est le device, ça veut dire c'est le nom de la partition. Et ça, c'est le nom du point de montage. Maintenant, moi, je veux faire le démontage de cette clé, de cette partition. Je le fais avec umount. Et on a dit de préférence avec le nom du point de montage. Et remarquez, là, normalement, il a fait le fait qu'il n'y a aucun message affiché. Pour confirmer, je n'ai qu'à réexécuter mount et vous allez voir que la ligne a disparu. Maintenant, ce disque, même s'il est connecté, c'est-à-dire votre clé, elle est toujours dans le port USB, physiquement, elle est présente, elle est là. Et d'ailleurs, on va voir que le système, il continue à la reconnaître, même après le démontage, mais le contenu de cette clé, comme fichier qui se trouvait dans cette clé, on ne peut pas y accéder et on ne peut pas les trouver, sauf si on va refaire le montage une autre fois. Et d'ailleurs, on va le faire dans un moment. Alors, ça c'est, on a fait le démontage. Ça veut dire que moi, je ne peux pas accéder. Et maintenant, on vous demande d'utiliser une autre commande. Alors, vous allez voir, vous découvrir quel est le rôle de cette nouvelle commande. C'est la commande fdisk-l. Tout d'abord, si je fais le manuel de fdisk, on vous dit, ça c'est la commande qui va vous permettre
de manipuler la table de partition. Ça veut dire c'est avec cette commande qu'on peut créer des partitions sur notre disque. Donc, si je veux créer des partitions, je n'ai qu'à utiliser le fdisk. Et d'ailleurs, on va le voir dans la partie 3 de ce TP. Quand on l'utilise avec l'option "-L", là, on va afficher la table de partition. C'est-à-dire vous allez afficher les partitions existantes sur votre disque. Et là, remarquez, il y a ici un argument, sauf que cet argument, il est entre crochets. Chose importante, quand vous lisez un manuel, pour une commande, ce que vous trouvez entre crochets, là, ça veut dire qu'il est optionnel. Enfin, on peut le rajouter comme on peut ne pas le rajouter pour exécuter la commande. Si je prends la première ici, remarquez, les options sont optionnelles. Je peux ne mettre aucune option, mais le device, le nom du disque, il est obligatoire quand je veux utiliser fdisk pour le partitionnement. Par contre, si je veux utiliser fdisk pour lister, je n'ai qu'à rajouter l'option "-L", mais pour le nom du disque, j'ai pas besoin. Et dans ce cas-ci, moi, je vais pas rajouter le nom du disque. Il va m'afficher pour tous les disques qui sont détectés, il va m'afficher les partitions existantes sur ce disque. On va faire le test. Alors, je fais fdisk -L. Et là, remarquez, il m'a détecté le premier disque. Si vous vous rappelez tout à l'heure, on avait cette partition, ce disque SDA, que je vous ai dit que pour moi, c'est le disque sur lequel j'ai mon système d'exploitation Linux installé. Et là, vous voyez, on a la table des partitions. Alors, dans cette table des partitions, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les différentes partitions. On trouve, est-ce que ces partitions sont bootables ou non? Quand on dit bootable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette partition, il y a un système d'exploitation installé et ce système d'exploitation, il peut être booté. Donc, je peux utiliser la partition pour lancer un système d'exploitation. Et d'ailleurs, c'est le cas, puisque pourquoi? C'est sur cette partition primaire que moi, j'ai installé le système d'exploitation Linux ici. Dans mon cas, c'est Kali Linux. Vous avez aussi, sur le disque, on a ce qu'on appelle des secteurs. Vous avez le secteur de début, le secteur de fin pour cette partition. De quel secteur à quel secteur cette partition elle commence. Vous avez aussi la taille de la partition en nombre de secteurs. Et vous avez aussi la taille, là en gigas. D'ailleurs, si vous remarquez ici, pour un secteur aussi, on vous donne la taille de secteur en octets. Et donc, normalement, si vous multipliez le nombre de secteurs par la taille d'un secteur, vous allez trouver la taille en octets pour la partition. On vous donne ici, vous voyez la colonne ID. Cette colonne ID, c'est l'identifiant du système de fichiers avec lequel on a formaté la partition. Là, par exemple, dans mon cas, c'est le 83 et ce 83, il correspond à un système de fichiers de Linux. Plus précisément, dans mon cas, c'est de l'extension 4. Donc, cette partition, elle est formatée avec de l'extension 4. J'ai une deuxième partition. Cette partition, elle est étendue. Et cette partition étendue, d'ailleurs, on peut voir comment j'ai su que c'est étendu, puisque quand je vois ici pour le type et l'identifiant, je trouve qu'elle est de type extend. Elle est étendue. Et à l'intérieur de cette partition, j'ai une seule partition logique. Et cette partition logique, elle est de type swap. Elle est de type swap. Ça veut dire quoi? Puisqu'on sait, Linux, généralement, si vous avez... peut-être que maintenant, aujourd'hui, la procédure d'installation, elle est vraiment facile à faire. Et d'ailleurs, on a simplifié l'installation du système Linux, où ça se fait presque de la même façon que pour Windows. Et donc, avec une interface graphique, il suffit de faire suivant et votre système, il est installé avec le schéma de partitionnement, on va dire basique, tel que je l'ai ici. Mais normalement, plus tard, si vous voulez réellement
installer correctement votre système Linux avec toutes les recommandations en comment faire le partitionnement, normalement, vous allez créer différentes partitions. Et au minimum, quand on installe le système Linux, au minimum, on doit créer 2 partitions. La première, c'est la partition qui va contenir le système d'exploitation, c'est une partition primaire. La deuxième, c'est la partition de swap. Qu'est-ce qu'elle représente cette partition de swap? C'est la partition sur votre disque qui est réservée pour implémenter la mémoire virtuelle. Donc, je pense que vous avez déjà, et je suppose que on vous a déjà parlé dans votre chapitre de la mémoire, de la gestion de la mémoire virtuelle et de ce concept de swap in, swap out. C'est-à-dire qu'on a une partie du disque qui est réservée et dans laquelle on peut faire sortir des pages de la mémoire d'un processus vers cette partition, c'est ce qu'on appelle le swap out. Ou sinon, c'est de prendre de nouvelles pages quand on aura besoin pour que le processus puisse continuer son exécution et on va les charger au niveau de la mémoire physique qui est la RAM et c'est ce qu'on appelle le swapping. Donc, c'est cette partition ici que moi j'ai, c'est-à-dire que principalement, j'ai une partition primaire qui est de 26 gigas et j'ai une partition étendue dans laquelle j'ai créé une partition logique et cette partition logique, elle est pour le swap et qui est de 4 gigas. Si je vois en bas, là vous voyez, là c'est pour ma clé USB. Ma clé USB, ça s'appelle SDB, ça c'est le nom du disque, le nom de base de mon disque qui est la clé USB. Sur ce disque, j'ai une seule partition qui est créée, qui est le SDB1. Elle est primaire puisqu'elle est formatée, on a un système de fichiers ici installé et elle est de taille de 2 gigas puisque ma clé, c'est une clé de 2 gigas. Voilà le rôle de FDisk. -L. Donc, le FDisk, en général, elle permet de créer des partitions, mais si on utilise FDisk avec l'option -L, elle permet d'afficher la table de partition. Donc, tout à l'heure, on l'a exécuté FDisk -L tout court, mais je peux préciser, si moi je veux connaître uniquement la table de partition de ma clé USB, là, je donne le nom de la clé qui est le /dev/sdb. Et là, vous voyez, le FDisk, il va m'afficher uniquement la table de partition de ma clé USB. Voilà, donc ça, c'est comment je peux connaître mon disque qui est reconnu, même s'il n'est pas monté. C'est avec le FDisk -L. Alors, maintenant, on va vous demander, maintenant, vous allez voir vous-même comment vous allez faire le montage manuellement avec la commande mount. On vous demande tout d'abord de créer un répertoire dans /media. Pour moi, c'est déjà créé. Attendez, ls/media. Pour mon cas, je l'ai déjà. Il est là, USB. Donc, vous le faites. Par exemple, pour vous, vous faites mkdir /media /USB. Et là, vous aurez votre répertoire qui sera créé. Donc, créez votre répertoire. Si vous essayez de l'afficher, d'afficher le contenu, on va voir qu'est-ce qu'on a dans mon répertoire. Je pense que j'ai déjà un fichier. Là, remarquez, j'ai déjà un fichier qui est fichier 3. Ça, il est au niveau de mon répertoire qui est dans mon disque SDA. Pour le moment, j'ai pas encore fait le montage de ma clé. Voilà, donc j'ai ce répertoire. Normalement, pour vous, quand vous le créez initialement, il est vide, il n'y a rien. Et ensuite, on vous demande de faire le montage de cette clé, c'est-à-dire la partition de la clé, puisqu'on a une seule. On veut faire le montage sur le répertoire /media /USB. Ce qui veut dire que après le montage, je peux accéder au contenu de ma clé avec ce répertoire. Donc, je n'ai qu'à faire ls et le nom de ce répertoire. Et là, j'aurai le contenu de ma clé, bien sûr, quand elle sera montée. On vous dit aussi, faites ce montage comme étant un système de fichiers VFAT. Ça, c'est du FAT32. Là, bien sûr,
celle-là, c'est juste pour vous dire que vous pouvez préciser, puisque normalement, par défaut, même si vous ne précisez pas, quand vous faites le montage, et d'ailleurs c'est facultatif, la commande mount, elle peut elle-même détecter le système de fichiers qui est déjà installé sur la partition. Peut-être dans certains cas, ceci peut ne pas fonctionner et peut-être le système Linux n'arrive pas à reconnaître le système de fichiers. Là, vous pouvez le préciser explicitement avec l'option. On va voir, c'est l'option moins. D'ailleurs, si je fais man mount, c'est l'option "-t" ici et qui permet de préciser le système de fichiers. Alors, moi, on avait vérifié avec fdisk-l. On sait qu'on a une partition qui s'appelle /dev/sdb1. Je fais, dans ce cas, mount. Je peux soit préciser que c'est du vfat, comme je peux enlever complètement ça, il va le détecter automatiquement. Je donne, alors quels sont ces arguments à mount quand on fait le montage? Le premier argument, c'est le nom de la partition. Ça veut dire c'est /dev/sdb1. Voilà. Donc ça, c'est, je suis en train de dire monter autant que système de fichiers FAT32, monter cette partition 1 du disque SDB où je vais la monter dans /media/USB. Mais vous pouvez choisir n'importe quel répertoire quand vous voulez. Et là, je le fais. Et normalement, le montage, il va réussir. Comment je peux vérifier? Je n'ai qu'à exécuter mount une autre fois et je vais voir que ma clé, maintenant, elle réapparaît dans la liste des partitions montées. Et remarquez maintenant, ma clé USB qui contient cette partition, elle est montée sur /media/USB. Pour confirmer, il suffit d'aller faire ls/media/USB et vous allez voir le contenu là. Bien sûr, dans mon cas, désolé, je n'ai pas de fichier à l'intérieur, ce qui fait que rien n'est affiché. Mais pour votre cas, si vous avez déjà des fichiers sur votre clé, vous allez voir une autre fois les fichiers et vous allez pouvoir accéder à vos fichiers. C'est clair jusque-là? Des questions? Alors, on va aller maintenant, puisqu'on a dit maintenant, le fait qu'elle est montée, je peux faire des manipulations. Alors, je peux, par exemple, créer un nouveau fichier. L'exemple ici, on vous dit rediriger le résultat de cal. Là, cal, c'est le calendrier. Généralement, on va vous afficher le calendrier. Ça, c'est l'affichage. La sortie standard. Nous, ce qu'on veut, que le résultat sera sauvegardé dans un fichier sur la clé USB. Moi, je sais que ma clé USB, elle a été montée sur /media/USB. Donc, je redirige le résultat vers /media/USB et je donne le nom de mon fichier, par exemple, fiche.txt. Si maintenant, je vais afficher le contenu de /media/USB, je vais trouver qu'il y a un nouveau fichier qui a été créé. Si je vais faire un cat /media/USB/fiche, et là, je vais trouver le résultat qui a été sauvegardé dans ce fichier. Vous voyez? Donc, dès que vous avez votre clé montée, vous pouvez faire n'importe quelle opération pour manipuler les fichiers que vous avez sur votre clé, que ce soit à partir de la ligne de commande telle qu'on est en train de le faire ici, que ce soit à partir de votre interface graphique. Par exemple, là, normalement, je vais trouver quelque part ma clé qui est là et dans laquelle j'ai le fichier. Voilà. Encore une fois, on vous demande de faire le démontage. Comment je vais démonter la clé? C'est avec umount
Qu'est-ce que je vais donner? Ouais, une proposition? Le répertoire. Hein. Le répertoire. Directory, même. Oui, c'est slash media slash USB puisque je l'ai monté sur USB et là, le démontage a été fait. Je peux confirmer avec du mount et je peux aussi confirmer que maintenant dans slash media slash USB, j'ai l'ancien contenu puisque l'ancien contenu, il n'a pas été supprimé. C'est juste qu'il a été caché pendant qu'on a fait le montage. C'est-à-dire quand vous faites le montage sur un répertoire, vous pouvez accéder au contenu du disque que vous avez monté. Quand vous faites le démontage, vous pouvez accéder à l'ancien contenu ou le contenu initial du répertoire de montage. D'accord, donc là c'est bon, c'est des choses simples à faire. Je vais passer ça. Oui, là on va voir maintenant comment on va faire le formatage, puisque ma clé, elle est formatée d'ailleurs. C'est le cas aussi pour vos clés sont formatées normalement soit avec du FAT32, soit avec du NTFS. Et maintenant, on va changer. On veut installer par exemple le système de fichiers extension 2 de Linux. Je veux l'installer sur cette partition. Alors, pour faire ça, on le fait, on vous dit d'ailleurs, vous allez le faire avec la commande mkfs pour me dire make file system. J'affiche le manuel MKFS. Remarquez, dans le manuel, on vous dit comment utiliser cette commande MKFS. Bien sûr, il y a un ensemble d'options que vous pouvez rajouter. Il y a aussi le -t. C'est là où vous précisez le type de système de fichiers avec lequel vous allez faire le formatage. Par exemple, si c'est de l'extension 2, donc je précise que je veux faire le formatage avec extension 2. Et ensuite, chose qui est obligatoire, je dois préciser le device. Le device ici, ça veut dire c'est le nom de la partition. Dans notre cas, c'est le /dev/sdb1. Donc, je le fais mkfs -t. Je donne le nom du système de fichier. Je veux que ça soit de l'extension 2 et c'est /dev/sdb1. Et bien sûr, je répète encore une fois, à partir de maintenant, vous allez perdre vos données. Donc, s'il vous plaît, si vous ne les avez pas encore sauvegardées, vous le faites avant d'exécuter cette commande. Donc, là, dès que j'exécute, il va me demander est-ce que je veux changer, puisque là, il a détecté qu'il y a un autre système de fichiers. Il me demande est-ce que je veux le changer. Je fais yes. Et bien sûr, il est en train de formater. Et là, vous attendez jusqu'à la fin de ce formatage. Bien sûr, la durée de formatage, elle dépendra de la taille. Non seulement elle dépendra de la taille de votre partition, mais elle dépendra aussi du système de fichiers. Il y a certains systèmes de fichiers qui prennent plus de temps pour faire le formatage. Par exemple, vous pouvez le tester après qu'on termine le TP. Si vous allez le faire avec du NTFS, ça va prendre beaucoup de temps, surtout si la taille de la partition elle est très grande. Voilà, donc là, il a finalisé, il a fait le formatage et maintenant, j'ai mon disque qui a été formaté encore une fois. Ce qu'on vous demande maintenant, c'est de refaire le montage. Et là, une chose qui est très importante, avant de faire le formatage, il faut tout d'abord démonter votre clé. Donc, même si vous essayez, d'ailleurs, vous pouvez le tester, si vous essayez de le faire sans démonter la clé, on va vous dire que la clé, elle est occupée. Donc, on ne peut pas faire le montage. Que ce soit pour le montage, que ce soit pour le formatage, c'est-à-dire vous créez le système de fichiers, que ce soit pour la création des partitions aussi, ce qu'on va voir après avec le F-Disk, il faut tout d'abord démonter votre clé. Donc là, je vais refaire le montage. Par exemple, dans mon cas, je vais monter avec sur /media/usb. Je vais faire /dev/sdb1. Je vais monter ça sur /media/usb. Et si je fais si je fais ls/media/usb, remarquez, là,
Maintenant, ça a été formaté. D'ailleurs, le fichier que j'avais créé avant, qui était ici à cette étape, il a disparu, donc il n'y est plus puisqu'on a formaté. Et maintenant, généralement avec les systèmes de fichiers de Linux, par défaut, il y a un répertoire qui est rajouté qui porte le nom lost plus found. Donc ça, c'est un répertoire par défaut que généralement quand vous formatez avec extension 2, 3 ou 4, il est rajouté sur votre système. Ok, donc là, en comparant, c'est bon, c'est ce qu'on vient de faire. On a vu qu'il y a le contenu. On a vu aussi quand on a fait le montage qu'il y a ce contenu. Maintenant, on vous demande, maintenant la clé, elle est montée. On vous demande de vous déplacer à l'intérieur de ce répertoire où vous avez fait le montage. Donc, je vais le faire avec CD /media/USB. Et si maintenant, je vais essayer de faire un mount, remarquez, si je vais démonter la clé alors que je suis dans le point de montage, je suis à l'intérieur du point de montage, je fais un mount /media/USB, il va me dire que la cible, elle est occupée. Donc, pour pouvoir faire le démontage, il faut tout d'abord être à l'extérieur du point de montage. Donc, je fais CD. Et aussi, il n'y a pas que cette condition. Si vous avez par exemple un fichier à l'intérieur et si ce fichier il est ouvert, vous êtes en train de l'utiliser, demain vous allez avoir l'erreur que le périphérique il est occupé, il est en utilisation. Donc il faut fermer tous les processus, arrêter tous les processus, fermer tous les fichiers qui utilisent ce disque et sortir, ne pas être à l'intérieur de le point de montage et ensuite vous pouvez faire le e-mount. D'ailleurs, si je reprends maintenant le e-mount, ça doit fonctionner. Et voilà, ça a fonctionné. Je fais mount et ma clé n'est plus ici. Très bien, donc là pour la partie 2, je vais pas, donc je vais passer à ces étapes puisque ça revient à la même chose c'est les mêmes opérations qu'on a faites avant. C'est juste que vous allez apprendre comment le faire pour l'extension 3 et avoir aussi cette commande qui vous permet d'afficher le détail sur un système de fichiers de Linux. Donc il n'y a pas grand-chose ici. Vous pouvez les tester vous-même. La partie qui est importante pour moi et qu'on va essayer au moins de faire pour une partie ici, c'est la partie de partitionnement. Là, pour moi, c'est important qu'un étudiant, un informaticien qui a fait le cours système, qui a fait DTP en Linux, qui soit capable au moins de créer lui-même ses partitions et de personnaliser son schéma de partitionnement d'un disque donné. Ça, pour moi, c'est les basiques à connaître autant qu'informaticien. Donc, on va s'attaquer à cette partie. Je vais essayer d'aller peut-être un peu rapidement, mais en expliquant tout ce qu'il faut. Et s'il vous plaît, essayez de tester en même temps avec moi. Arrêtez-moi quand s'il y a des questions et si vous n'arrivez pas à suivre ou si ça marche pas pour vous. Donc, là, notre clé doit être démontée. Assurez-vous que votre clé, elle est démontée. Ensuite, on va maintenant, ce qu'on va faire, on va lancer le partitionnement. Donc, on va le faire avec du fdisk. On avait dit tout à l'heure que fdisk-l, elle peut nous afficher les partitions qui existent. Si moi, je fais fdisk-l et je donne le nom du disque, et là, j'insiste, je réinsiste sur ça. Pourquoi? Puisque là, j'ai vu qu'à chaque fois, c'est l'erreur que la plupart, pour quelqu'un qui est débutant, il fait, c'est quand la différence entre le nom du disque quand on parle de partitionnement et quand on parle de formatage ou de montage.
Et je réexplique puisque je sais il y aura des étudiants qui vont faire cette erreur, même si je vais insister sur ça plusieurs fois. Quand vous utilisez MKFS, c'est-à-dire quand vous formatez, quand vous installez un système de fichiers, quand vous faites le montage d'une partition, vous donnez le nom de la partition. Le nom de la partition, ça veut dire c'est le nom de disque, tel qu'ici, avec le numéro suivi du numéro de la partition. Quand on veut faire le partitionnement, on donne le nom du disque. C'est le disque en entier. Dans mon cas, ma clé USB, ça s'appelle /dev/sdb. C'est-à-dire, si moi je veux créer des partitions sur ce disque, je vais donner /dev/sdb comme nom de device et non pas /dev/sdb1. Voilà. Donc, si bien sûr, j'utilise l'option "-l", ça sera d'afficher la table de partition. Si j'enlève maintenant l'option, ça sera, je vais accéder au menu pour faire le partitionnement. Voilà. Donc maintenant, je suis dans le menu interactif de fdisk où je vais faire le partitionnement. Donc là, cette commande fdisk, elle a des commandes internes. Une des commandes, c'est le M, et on vous dit le M, c'est pour le help. D'ailleurs, si vous faites M, vous cliquez sur Entrée, vous exécutez le M, on va vous afficher la liste des commandes internes que vous pouvez utiliser. Celle qui nous intéresse et qu'on va voir aujourd'hui, c'est le D, ça permet de supprimer des partitions. C'est le N, ça permet de créer une nouvelle partition. Le P, ça permet d'afficher la table de partition. Ça, c'est l'équivalent de fdisk-L, mais là, on est en train de l'exécuter de l'intérieur de fdisk. Le T, ça permet de changer le type de la partition, c'est-à-dire le système de fichiers. Mais cette commande, ça signifie pas tout le temps que le système de fichiers il est installé. C'est juste on est en train de dire on veut qu'elle soit de ce type. Et aussi, les deux commandes aussi importantes, c'est le W et Q. Ça, là, tout ce qu'on va faire aujourd'hui, vous allez le remarquer, tout ce que moi je vais faire sur ma clé USB. Si à la fin, je choisis de sortir sans sauvegarder, rien ne sera changé. C'est-à-dire que ma clé, elle reste toujours avec une partition avec VFAT. Si maintenant, quand moi je crée mon schéma de partitionnement, je veux bien sûr sauvegarder ce schéma de partitionnement, je dois sortir avec W. Et là, il y aura bien sûr la sauvegarde de cette nouvelle table de partitionnement. On va commencer. Je fais un P, et là, remarquez, c'est exactement le même affichage qu'on avait avec le fdisk. Ouais. La première chose qu'on vous demande, c'est tout d'abord supprimer les partitions existantes. Vu qu'il y a une seule partition, quand vous faites le D pour la supprimer, il va directement la supprimer. Si vous avez plusieurs, il va vous demander le numéro de la partition. Dans notre cas, on a une seule pour le moment. Et là, il dit qu'il y a une partition. Vous pouvez vérifier avec le P. Et là, vous voyez, il n'y a aucune partition maintenant dans la table des partitions. Ensuite, on vous demande de créer une partition primaire. Et cette partition, on veut qu'elle soit de 100 mégas. Et on veut que le système de fichiers de cette partition soit FAT32. Et là, on vous dit bien sûr utiliser les options N et T. N, on a vu tout à l'heure, c'est pour créer une nouvelle partition. Le T, c'est pour choisir le système de fichiers. J'ai plus de partitions sur mon disque. Je vais créer une nouvelle partition. Je clique sur, je vais exécuter la commande N. Je fais Entrée et là, remarquez. On vous donne, vous avez le choix entre deux types de partitions. On vous dit, est-ce que vous voulez que ça soit une partition primaire? Et dans ce cas, vous allez exécuter, sélectionner le P, ou sinon, une partition étendue et vous allez sélectionner l'option E. Remarquez aussi que pour primaire, pour le moment, on vous donne l'état actuel en termes de nombre de partitions primaires. On vous dit qu'il y a 4,
disponibles. Pour le moment, vous pouvez créer 4. Il n'y a aucune de type primaire qui a été créée, 0. Il n'y a aucune de type étendu qui a été créée. Moi, dans l'énoncé, on a demandé que ça soit primaire. Donc, je fais P. Et remarquez maintenant, on a dit une partition, elle a un numéro. Alors, le numéro de la partition, et c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure, quand j'ai parlé des types de partitions qu'on peut avoir, quand il s'agit d'une partition primaire ou quand il s'agit d'une partition étendue, le système, il vous donne le choix du numéro. Par défaut, si, bien sûr, là, je vais cliquer sur Entrée sans rien saisir, par défaut, elle sera avec le numéro 1. Si maintenant, moi, je veux que ça soit avec un numéro différent, je n'ai qu'à donner le numéro. Sauf que ce numéro doit être entre le 1 et le 4. Donc, je peux avoir 1, 2, 3 et 4. Là, je vais laisser le numéro par défaut. Donc, je n'ai qu'à cliquer sur Entrée. On vous donne aussi le secteur de dB. D'où cette là, par défaut, généralement, le système, il va trouver le premier secteur libre. Et là, je ne vais rien changer. Je vais garder ce secteur de début tel qu'il est. Donc, je clique sur Entrée. Mais maintenant, dans mon cas, remarquez, le dernier secteur, par exemple, ici, il va prendre le dernier secteur libre par défaut. Et là, si maintenant, par exemple, moi, je vais cliquer sur Entrée sans rien saisir, il va prendre tout l'espace libre. Et ce qui fait, moi, je ne peux pas créer d'autres partitions. Sauf que dans mon cas, moi, je veux que ça soit cette première partition primaire uniquement de taille de 100 mégas. Et donc, remarquez la syntaxe ici, on vous dit, faites un plus, donnez la valeur de la taille, et puisque c'est mégas, vous rajoutez le 1. Et voilà. Là, juste pour vous dire que elle contient un système de fichiers de Linux. Et est-ce qu'on veut le changer? Là, je vais dire. Et si moi, je vais afficher avec du P, et là, vous voyez, elle a été créée encore une fois. Tout à l'heure, on avait dit, on veut changer, on veut que préciser explicitement qu'elle est de type FAT32. Et là, on peut le faire avec le T, donc avec la commande T, quand je l'exécute. Bien sûr, si on avait plusieurs partitions, il va nous demander de préciser pour quelle partition on veut changer le type. Si le fait qu'on a une seule, il a directement choisi cette partition. Si vous voulez connaître, si vous vous rappelez, regardez ici, quand on a affiché la table des partitions, on avait ce ID qui représente l'identifiant du système de fichiers. Et pour connaître la liste de cet identifiant, on peut le faire ici avec le L majuscule. Et là, remarquez, vous avez la liste complète de ces systèmes de fichiers. Donc, vous avez l'identifiant et vous avez le nom du système de fichiers. Par exemple, nous, on veut que ça soit du FAT32, tel que dans l'exemple. Donc, je vais donner du B. Donc, il suffit de dire ici B. Et voilà, il a choisi le système de fichiers de B. Et voilà, je l'ai ici comme système de fichiers. Donc, on a créé une première partition. C'est-à-dire, jusque-là, on est là. Puisque par défaut, bien sûr, sur votre disque, il y a un espace réservé pour la table des partitions. Juste après, on a créé notre première partition qui est de 100 mégas. Et maintenant, ce qu'on vous demande, c'est de créer une partition étendue avec tout l'espace libre restant. Si je veux créer une nouvelle partition, c'est avec quelle commande? Oui. N. Voilà. Très bien. Et là, remarquez, maintenant, si je compare avec l'affichage initial, maintenant, il me dit qu'il y a déjà une partition primaire créée, 0 étendue pour le moment, et il me reste que 3 primaires. Si je veux créer primaire, je ne peux pas créer au-delà de 3. Et pour la partition, maintenant, on veut que ça soit étendu, donc je choisis l'option E.
et lexique entrée. De même, vu que c'est une partition étendue, donc j'ai aussi la possibilité de choisir le numéro de la partition. Et marquez aussi, là, on ne vous propose pas le 1, puisque le 1, on l'a déjà utilisé. On vous dit, vous avez le choix de numéros entre 2 et 4. C'est-à-dire, elle peut être 2, 3 ou 4. Par exemple, moi, je vais accepter la valeur par défaut. Vous pouvez changer avec n'importe quel numéro entre le 2 et le 4. On a dit, on ne va pas changer le début, puisque ça sera toujours le premier secteur libre. Et là, moi, je veux prendre tout l'espace. Tout l'espace, je garde la valeur par défaut, puisque par défaut, il va prendre le dernier secteur libre. Et donc, voilà, il a pris toute cette partition. Si je fais le P une autre fois, remarquez maintenant, j'ai deux partitions, une partition primaire et une partition qui est étendue avec le reste de l'espace. Voilà. Donc, on est là, on est à cette étape. On a créé ça, on a créé cette partie qui est en vert pour le moment. Après, ce qu'on vous demande, puisque nous, pourquoi on a créé cette partie étendue, puisqu'on voulait créer des partitions logiques à l'intérieur. Dans notre exemple, on veut créer deux partitions logiques. La première, elle est de taille 100 mégas. La deuxième, c'est avec le reste de l'espace de la partition étendue. Alors, maintenant, remarquez, quand moi je vais faire n, vous allez voir la différence. Quand je fais le n, là, il me propose directement une partition logique. Pourquoi? Parce que la 2, elle est partition étendue. Oui, elle est partition étendue et en plus, il y a une chose aussi plus importante, puisqu'il n'y a pas le fait qu'on a créé la partition étendue, puisqu'on n'a plus d'espace libre. Puisque regardez ce qu'on a fait. On a pris 100 mégas et le reste, on l'a pris pour étendu. Mais si moi, j'ai pas pris tout le reste du disque pour la partition étendue, il va me proposer la possibilité de créer des partitions primaires. Mais vu que moi, dans mon exemple, j'ai pris tout cet espace, c'est-à-dire je n'ai pas gardé d'espace libre, c'est pour ça qu'il me dit que la seule possibilité qui vous reste, c'est uniquement les partitions logiques. Et remarquez aussi que maintenant, il ne m'a pas donné la main pour choisir le numéro de la partition. Vu que c'est une partition logique, il va être la partition numéro 5. Et d'ailleurs, c'est dit auparavant pourquoi on n'a pas pu créer des partitions primaires, pourquoi il ne nous donne pas le choix, malgré que maintenant, il nous reste deux possibilités. Normalement, si on compte en nombre de partitions, on peut créer deux autres partitions primaires. Mais pourquoi il ne nous a pas proposé ça? Puisqu'il nous dit que tout l'espace des partitions primaires, il est en utilisation. Donc, il ne reste plus d'espace libre. Maintenant, cette partition logique, de même, il va nous proposer le secteur de début. Moi, je vais garder la valeur par défaut. Je fais entrer. Et dans l'énoncé, on a dit on veut que ça soit une partition de 100 mégas. Donc, je fais 100 M. Et voilà. Et il me demande de changer le système, oui. Et normalement, si je vais faire le P, je vais voir ici SDB2 qui est la partition étendue et j'ai une partition logique qui est à l'intérieur de cette partition et qui est de 100 mégas. Donc, pour le moment, on a fait ça, on a créé celle-là, on a créé celle-ci. Et pour l'instant, il n'y a rien dans le reste. Maintenant, nous, ce qu'on veut, on veut ramener cette partition ici. On veut créer une deuxième partition logique avec le reste de l'espace. De même, je vais faire un N. Et remarquez, ils vont me proposer que c'est une partition logique avec le numéro 6. Le fait que je vais prendre tout l'espace, donc je ne vais pas toucher ni au secteur de début, ni au secteur de fin. Et je fais un yes ici. Et remarquez, là, j'ai les systèmes, les deux partitions logiques qui ont été créées. Donc ça, c'est mon schéma de partitionnement. Mais jusqu'à cette étape, si moi, je vais décider de sortir sans sauvegarder, rien ne va changer sur votre disque. C'est-à-dire que quand vous sortez de F-disk sans sauvegarder, vous aurez votre schéma de partitionnement initial, ça veut dire une seule partition sur la clé USB. On veut maintenant le changer,
il suffit de cliquer ou d'exécuter W. Et là, normalement, il va essayer de faire la création de la table de partition. C'est ce qu'il a fait. Il me dit que la table de partition, elle a été altérée. Donc, il a fait la création de ces partitions. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre chacune de ces partitions et on va les formater. Donc, la première, on va la formater avec du FAT32, la deuxième avec de l'extension 2 et la troisième avec de l'extension 3. Pour le formatage, c'est la commande? Oui. MKFS. MKFS. Je choisis mon système de fichiers, je fais vfat et je fais /dev/sdb1. Donc, la partition primaire, on veut que ça soit avec du vfat. Donc, il a fait le formatage. Maintenant, je veux que la première partition logique, ça veut dire c'est le SDB. Quel est le numéro de la première partition logique? Oui. SDB5. SDB5, très bien. On fait le formatage. J'attends que le formatage se termine. Et après, pour la troisième, ou la deuxième partition logique plutôt, qui est le SD6, je vais la formater avec de l'extension 3. De même, je vais attendre. Là, bien sûr, je vous ai dit, la durée, elle dépendra de la taille de votre partition. Très bien, on a fait le formatage et normalement, fdisk, je fais du fdisk-l /dev/sdb. Voilà, remarquez, on a les différentes partitions qui sont là. L'étape suivante, si moi je veux accéder au contenu de la partition primaire ou des deux partitions logiques, j'ai besoin de faire le montage. Alors, dans l'énoncé, on vous dit, dans /media, vous créez 3 répertoires. Pour moi, ces répertoires sont déjà créés. C'est l'extension 2, 3 et FAT32. Et dans ce répertoire, je vais l'utiliser pour monter cette partition. L'extension 2, je vais l'utiliser pour monter la première partition logique. Et le deuxième, extension 3, c'est pour la deuxième partition logique. Créer les répertoires. Alors, vous faites mkdir /media, soit vous mettez à l'intérieur /media ou sinon vous donnez le chemin mkdir /media extension 2. Vous pouvez le faire aussi en une seule commande. Ça. Vous pouvez faire ça mkdir /media /extension 2 et ensuite /media /extension 3 et ainsi de suite. Donc, vous pouvez le donner en une seule commande ou sinon une à la suite de l'autre. Et là, vous aurez vos répertoires. Maintenant, on a nos répertoires qui sont créés. D'ailleurs, vous pouvez vérifier pour le mount, rien n'est monté. D'ailleurs, si votre clé elle a été montée, quand vous terminez le partitionnement, quand vous essayez d'exécuter la commande W de fdisk, on va vous dire qu'on ne peut pas altérer la table puisque le disque il est en cours d'utilisation. Et c'est pour ça qu'on vous dit que ce soit quand vous faites le formatage ou quand vous faites le partitionnement, il faut tout d'abord s'assurer que votre clé elle est démontée. Maintenant, moi, je vais faire le montage. Je vais faire le montage de la première partition primaire qui est /dev/sdb. Oui. C'est la SDB 1. Et je vais la monter sur FAT32. Voilà. D'ailleurs, si je fais mount, je vois qu'elle a été rajoutée. Je fais de même pour la partition logique, la première.
Et la même chose pour la partition logique 2. Et si moi je vais faire le mount, vous allez voir qu'on a les 3 entrées qui ont été rajoutées pour les 3 partitions de disque. Et maintenant, ces 3 partitions peuvent être accessibles à travers ces répertoires. Par exemple, je fais ls/media/fat32. Pour le moment, il n'y a rien. Pour les 2 autres, qu'est-ce que je vais trouver dans les 2 autres? Vu que sont formatés avec un système d'exploitation, un système de fichiers de Linux, je vais trouver ce répertoire lost plus found. C'est le cas ici et c'est le cas ici. Maintenant, on vous demande de créer des fichiers à l'intérieur de ces répertoires. Il suffit de faire, par exemple, avec Touch, juste avec Touch, des fichiers vides. Je vais faire f1.txt, je vais le mettre /media /fat32. Voilà. Je vais faire de même, par exemple, ça c'est le fichier 2 qui est dans extension 2, mon fichier 3 qui est dans extension 3. Si maintenant je reprends, remarquez que le fichier 3 il a été rajouté ici, que pour le cas, la même chose, on a le fichier 2 dans la première partition logique, et j'ai aussi le fichier 1 qui est dans la partition primaire qui est formaté en VFAT. Donc voilà, là j'ai mes 3 partitions. Une chose importante, c'est que maintenant cette clé, si vous allez maintenant la démonter de Linux, vous allez y accéder sur votre machine de Windows, vous ne serez capable de voir que la partition de FAT32. Les 2 autres partitions, elles ne sont pas accessibles. Donc là, voilà, grosso modo, c'est de cette façon que vous pouvez faire le formatage avec le F-Disk. Et c'est important de maîtriser le formatage personnalisé, le partitionnement personnalisé de votre disque, puisque oui, pour un débutant initialement, il peut se contenter d'accepter le partitionnement initial proposé, mais plus tard, quand vous installez un système d'exploitation, Linux, tout dépendra de l'utilisation de ce système d'exploitation. Vous pouvez décider quelles sont les partitions que vous allez créer, la taille de chacune de ces partitions et ainsi de suite. Alors, maintenant, pour cette clé, ça c'est un travail que vous allez le faire chez vous. Surtout, ça va vous permettre d'exercer plus avec l'utilisation de la commande fdisk. C'est pour reprendre l'état initial de votre clé USB, ça veut dire une seule partition sur tout l'espace de votre clé. Vous allez accéder tout d'abord avec fdisk, vous relancez la commande fdisk. Vous faites, bien sûr, faites d'abord le démontage ici, et ensuite, vous faites fdisk/dev/sdb. Vous supprimez toutes les partitions avec la commande D, et ensuite, vous créez une nouvelle partition avec tout l'espace, qui est une partition primaire, avec tout l'espace disponible. Vous sauvegardez avec W, et quand vous sortez, vous formatez soit avec MKFS, soit avec VFAT, soit avec du NTFS, et à partir de là, votre clé, tout l'espace, il sera disponible pour vous, et vous aurez votre clé telle qu'elle était au démarrage, avant qu'on commence le TP. Voilà, donc ça c'est la dernière étape pour le TP, même c'est le dernier TP pour nous. Alors, là, on va parler de quelque chose qui est intéressant pour vous, qui est importante, c'est pour le test de TP. Alors, pour le test de TP, j'avais discuté avec les chargés de cours, que ce soit votre chargé de cours ou même la chargée de cours de la section A, puisque j'interviens sur les deux.
J'ai posé la question sur comment vous avez l'habitude de faire le test le test de TP. Surtout ces dernières années, on a ce problème de Covid. Et ils m'ont dit qu'ils le faisaient en ligne, donc ils faisaient le test de TP en ligne. Sauf que là, pour moi, cette option de faire un test de TP, comme on a l'habitude, par exemple, de le faire dans les salles de TP sur 1 heure et demie, où l'étudiant il est devant sa machine, travailler à la fin de 1 heure et demie, il va me remettre le travail. Je pense que ça n'a pas vraiment de sens, surtout que maintenant on est en ligne et on peut rien surveiller. Et donc là, je préfère la deuxième alternative que j'avais déjà discutée, et c'est que je vous donne des exercices. Alors, ça sera une sorte, si je peux appeler ça, un mini-projet. Et d'ailleurs, ce sont des exercices qu'on a dans des séries de TP qu'on n'a pas encore fait. Et ça sera votre test de TP. Donc, vous allez le faire sur 1 semaine. Ça veut dire que vous avez la date de remise, ça sera pour le vendredi, ce vendredi à minuit. Et le test, il va porter sur les deux exercices de la série 2, la deuxième partie, l'exo 3 et l'exo 4. Si vous vous rappelez, ce sont les deux exercices qu'on n'a pas fait. Et là, vous allez préparer, écrire les codes C des deux solutions pour répondre à l'énoncé de l'exo 3 et l'exo 4. Donc, pour l'exo 3, là, bien sûr, si on précise rien, c'est quelque chose que je vous ai déjà, on a déjà parlé. Quand on vous précise pas en termes qu'est-ce que vous allez utiliser, là, je vais supposer que vous allez utiliser les appels systèmes qu'on a déjà vus. C'est-à-dire que cet exercice, vous pouvez le résoudre uniquement avec ce qu'on a déjà vu. Là, quand moi, ce que vous allez écrire, vous allez m'écrire le code C qui va simuler la copie. Une copie de 2 fichiers, un fichier source vers un fichier de destination. Donc, ce qui veut dire que votre programme, je vais lui donner 2 fichiers, il est capable de me copier le premier fichier dans le deuxième fichier. Donc, il va me créer une copie. Donc, à la fin, vous aurez votre propre commande copie. Donc, ça, c'est l'objectif de l'exo 3. L'objectif de l'exo 4, c'est que vous allez écrire un programme C. Là, bien sûr, vous voyez, il y a 2 étapes, mais à la fin, bien sûr, moi, je vais avoir vous allez avoir un seul code, puisque ça, c'est juste pour vous aider à faire les choses par étapes. Donc, le premier, c'est on vous demande d'écrire un programme C. Ce programme C, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet d'afficher le contenu d'un répertoire. Si, par exemple, moi, je vais donner le nom d'un répertoire à mon programme, il va m'afficher le contenu de ce répertoire. Ou si je donne rien, c'est-à-dire que pour mon programme que je vais écrire, si je ne vais pas préciser un argument, je ne vais pas donner un nom de répertoire, il va m'afficher, bien sûr, le contenu du répertoire courant. Donc ça, c'est ce que vous devriez faire. Maintenant, dans la deuxième étape, vous allez, bien sûr, améliorer ce code pour rajouter des options. Et donc, là, votre programme doit accepter 2 options. L'option -R, cette option, elle va permettre d'afficher uniquement les répertoires. Ça veut dire que si moi, je vais faire list dir et je donne un nom de répertoire, il va m'afficher uniquement les répertoires qui se trouvent dans ce répertoire que je voulais afficher son contenu. Si moi, j'ai donné l'option -F, il va m'afficher uniquement les fichiers, et ce sont les fichiers réguliers qui se trouvent dans ce répertoire. Là, donc, ça, c'est
les options. Bien sûr, remarquez ici, on vous a donné d'autres commandes, d'autres fonctions pour vous aider à écrire ce programme. On vous dit, voilà ici, ça pour manipuler les répertoires, vous avez ces fonctions que vous pouvez utiliser. Pour aussi manipuler, rajouter des options à une commande et manipuler ces options à l'intérieur du code, vous pouvez le faire avec le get OPT. Donc, vous allez à la fin avoir ce code qui permet de faire ça. Il y a une chose, pour le test de TP, je préfère que vous travaillez en binôme. Alors, vous le faites pour chaque binôme, vous m'envoyez une seule solution. Bien sûr, vous mettez pour les noms, là, quand vous envoyez l'email, ce que je veux comme résultat, ce que vous allez m'envoyer, c'est un fichier .c qui contient votre code, que ce soit pour l'exo 3 ou pour l'exo 4. Vous aurez un fichier pour l'exo 3, un fichier pour l'exo 4. Et bien sûr, un fichier, moi je préfère que ce soit un fichier Word de quelques pages, pas plus que deux pages, 2-3 pages au maximum, pas plus que deux pages, et dans lequel vous mettez les screenshots avec une explication bref pour chaque screenshot, qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de montrer dans ce screenshot. Donc ça, une chose très importante, et là, ça sera compté, je vais prendre compte de ça quand je vais noter vos solutions, donner de l'importance à la structuration de votre code et à la documentation de votre code. Ce qui veut dire que je veux que votre code soit très bien structuré. Je veux pas ce genre de code où l'étudiant, il écrit tout sur la même ligne. Et d'ailleurs, je l'ai déjà vu sur pour certains, sur vos précédents travaux. Attendez, je vais voir ici. Yeah. Juste pour vous donner un exemple. Alors, je vais faire. Ok, je vais faire. Là, c'est un code qui est bien structuré, ce qui fait, je respecte l'indentation, je peux savoir pour chaque par exemple, instruction ou statement, où sont les instructions à l'intérieur, et ainsi de suite. Mais un code, par exemple, de ce genre, pardon, ouais, ok, attends, j'ai oublié que j'ai arrêté le partage. Attends. Très bien. Là, j'ai dit, voilà, ça, par exemple, c'est bon, ça c'est structuré. Je vois le if, voilà, il y a une seule instruction, le else, ainsi de suite. Mais remarquez un code de ce genre. Ça, c'est des codes, c'est un code qui est illisible. En plus, là, peut-être c'est simple puisque j'ai une seule instruction de if, mais imagine que j'ai plusieurs instructions, par exemple une centaine d'instructions, que j'ai plusieurs if imbriqués, ainsi de suite. Donc, ça sera difficile de comprendre le code et même pour vous, pour un développeur, quand il y a quoi que ce soit comme problème, ça vous sera difficile de trouver facilement l'erreur. Donc, je veux que le code soit bien structuré. De même, je veux que votre code soit documenté. Ça veut dire, vous rajoutez des commentaires pour chaque, par exemple, ici, je suis en train, par exemple, cette instruction, c'est pour dire, vérifier s'il y a des arguments. Je dois commencer ma ligne par, bien sûr, pardon, je vais commencer ici par un commentaire. Ok. Je vais commencer par un commentaire et je dis que
vérification de l'existence d'arguments. Comme ça, je saurai qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans chacune des étapes de votre code. Et ça, c'est important. La documentation, que ce soit avec des commentaires à l'intérieur. Maintenant, on a de nouvelles, on a des techniques avancées à comment créer la documentation. Mais ceci, il va vous faciliter plus tard de partager votre code avec les gens. Les gens, ils arrivent à comprendre ce que vous avez fait. Et même pour vous-même, même si vous n'allez pas partager ce code avec les gens, quand vous revenez sur ce code après un certain temps, vous pouvez savoir ce que vous étiez en train de faire, puisque des fois, c'est un peu difficile de se rappeler de tous les détails du code. Donc ça, c'est très important et ça sera noté. Je veux un code bien structuré et un code, bien sûr, avec les commentaires nécessaires là où il faut pour comprendre ce que vous êtes en train de faire. Une chose aussi, là par exemple, quand on vous dit afficher le contenu du répertoire, que ce soit pour les fichiers, c'est comme si vous êtes en train de faire du ls, là vous allez simuler le ls-l, chose que vous avez déjà faite. Vous l'avez déjà fait dans le dernier devoir. Alors là, vous allez exploiter ça ici. Donc, quand moi, je vais faire liste dire, je donne répertoire 1, il va m'afficher le contenu avec tous les détails tels qu'on le fait avec du ls-l. La même chose ici, quand on le fait, que ce soit uniquement pour les répertoires ou uniquement pour les fichiers. Là, bien sûr, remarquez, pour -f, on vous dit l'option -f, elle va afficher uniquement les fichiers réguliers. On a déjà vu, et vous l'avez déjà fait dans le TP précédent, dans cet exercice, comment on peut vérifier que notre fichier, c'est un fichier régulier et non pas un autre type de fichier. Alors là, en réalité, pour l'exo 4, vous allez essayer de réutiliser tout ce que vous avez vu ici avec, bien sûr, de nouvelles fonctionnalités que vous allez apprendre à travers le TP. Voilà, donc ça c'est donc on a parlé de la structuration. Oui, donc je vous ai dit, vous m'envoyez les fichiers, les deux fichiers .c avec un rapport. Je vous ai dit ne dépasse pas les 2 pages. Vous pouvez, s'il vous plaît, réduisez la taille des captures d'écran. N'essayez pas de mettre des captures d'écran de taille large. Et aussi, quand vous envoyez l'email, vous précisez bien sûr dans l'objet, ça c'est pour le TP système. Et comme contenu de votre email, c'est vous donner le nom, prénom bien sûr de chaque étudiant pour le binôme, le matricule et la section. Ça c'est important. Ça me facilite la recherche de vos noms dans les listes que j'ai, puisque là, sinon, je me retrouve à chercher dans les 2 listes des 2 sections pour trouver le nom de l'étudiant. Là, en termes de notation, pour moi, pour l'instant, je pense à 12 points pour le test, 8 points pour les devoirs que vous avez fait auparavant. Mais ce partitionnement, je veux dire qu'il est initial. Pourquoi? Mais d'ailleurs, d'habitude, ce que je faisais pour la notation DTP, j'essaie tout d'abord de voir le travail des étudiants dans le test. Si je trouve que les étudiants ont bien travaillé dans le test de TP, là, bien sûr, je vais garder ce partitionnement de 12-8 points. Sinon, ça sera du 10-10. Là, donc, je vais voir. Je vais tout d'abord évaluer vos solutions et ensuite, je vais voir quel est le meilleur partitionnement en termes de notation de test et de notation de devoir. Et là, à la fin, vous aurez une note sur 20. Une dernière chose, s'il vous plaît, je le répète encore une fois, puisque c'est quelque chose que je ne vais pas tolérer. Quand je dis je ne vais pas tolérer, ça veut dire que pour moi, si ceci va se passer, si je le trouve, donc vous serez sanctionné. Bon, et là, je ne veux pas voir du plagiarisme. Donc, s'il vous plaît, envoyez vos solutions propres à vous,
Et d'ailleurs, c'est pour ça, moi, je vous dis, je sais que c'est la fin du semestre, je sais que c'est la période où vous avez maintenant des devoirs et vous préparez aussi pour les examens pour les EMD. Et c'est pour ça, moi, j'ai préféré que vous travailliez en binôme, mais la seule chose que je peux pas tolérer, puisque pour moi, je la considère comme un manque de respect envers moi, c'est le plagiarisme. Donc, chacun, il me donne son propre code à lui et non pas un code copié-collé. Pourquoi j'insiste sur ça, malgré que j'ai fait la remarque la dernière fois, mais j'ai vu, même dans le devoir, le dernier que vous m'avez envoyé, il y a certains étudiants qui continuent à le faire où je vois que c'est exactement le même code qui est envoyé par plusieurs étudiants. Donc, s'il vous plaît, ça c'est juste par respect, ne le faites pas. Voilà, donc ça c'est le dernier point. Alors je vais envoyer tout à l'heure un email à votre délégué avec tous les détails que je viens d'expliquer sur le test de TP. Ce qui est important pour vous, c'est de retenir la date de remise. La date de remise, c'est le vendredi prochain à minuit. Et il faut faire attention, c'est-à-dire au-delà de minuit, tout email qui va m'arriver au-delà de minuit, je ne vais pas l'accepter. Pour moi, ça veut dire l'étudiant n'a pas fait son TP. Donc, respectez ce délai et là, normalement, vous avez largement le temps, puisque si vous n'avez pas ce problème maintenant, le fait que vous avez d'autres préparations à faire et vous avez des examens et tout, ça ne nécessite pas une semaine pour faire le TP, puisque normalement, c'est un travail qui peut se faire, je peux dire, pas plus que 2 jours pour un débutant. Donc, c'est juste que moi, j'ai pris en compte le fait que vous avez une charge supplémentaire avec tout ce que vous devriez préparer pour les autres modules. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, oui. Non, non, ça fait partie de la note, puisque ce que j'étais en train d'expliquer, le test de TP, ça veut dire ces 2 exercices que je vous ai demandé de remettre le vendredi prochain, ça sera noté sur 12 points. Et les devoirs que vous avez faits depuis notre première séance, normalement ils sont au nombre de 4, là, ça sera noté sur 8 points. Et la note finale de votre TP, c'est la somme de ces 2 notes. Ouais. D'autres questions? Très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous dis merci. Ça m'a fait plaisir de vous enseigner. J'aurais préféré peut-être, s'il n'y avait pas ce Covid, qu'on se voyait en face à face, Inch'Allah, pour les prochains semestres. Surtout pour vous, vous êtes en L3, je pense que si vous allez me revoir, ça sera pour en master, puisque là, généralement, j'interviens en master sécurité. Je leur fais le module sécurité des systèmes d'exploitation ou peut-être pour un éventuel encadrement en master. Et bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez des questions, contactez-moi tout ce qu'il s'agit de systèmes d'exploitation, bien sûr, dans la mesure du possible, bien sûr, et dans la limitation de mes connaissances, je serai ravie de répondre à vos questions. Aussi sur la sécurité aussi, je peux répondre à vos questions, surtout s'il y a d'entre vous des étudiants qui s'intéressent à ce domaine. Et je vous dis bonne chance que ce soit pour le test de TP, que ce soit pour vos EMD et même pour le projet final de cette année. Et à la prochaine et au plaisir de vous revoir.
Merci. Allez, au revoir. Merci, madame.